Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal consacré à l'économie. En Égypte, le canal de Suez a enregistré des revenus annuels records. Cette voie qui voit passer environ 10% du commerce maritime mondial représente une source précieuse de devises pour le Caire. Elle pousse en zone urbaine, prête à fournir aux citadins une nourriture fraîche et locale. Elles, ce sont les fermes maraîchères verticales. Nous ferons une incursion dans l'une d'elles, à Hong Kong. Le japonais Mitsubishi Motors a payé une amende de 25 millions d'euros en Allemagne. C'est dans l'affaire du Dieselgate pour laquelle plusieurs de ses sites avaient été perquisitionnés l'an dernier. Au Nigeria, le marché des concentrés de tomates est l'un des plus importants d'Afrique. Avec la consommation galopante, les importations de la denrée ont bondi ces dernières années. Un véritable défi pour les autorités ainsi que pour le secteur privé. Vous le verrez à travers ce reportage qui se consacre à la crise qui persiste à l'usine de transformation de tomates de Dangote. Au Nigeria, le bout du tunnel semble encore loin pour l'unité de traitement de tomates du géant Dangote. Lancée en mars 2016 avec pour ambition de substituer les importations de concentrés en provenance d'Inde, l'usine est toujours aux prises avec des difficultés d'approvisionnement. Selon son directeur général, 300 tonnes de tomates sont transformées actuellement par jour. S'il s'agit du plus haut niveau traité depuis sa mise en service, il reste toutefois à peine suffisant pour faire tourner l'installation dotée d'un potentiel journalier de 1200 tonnes de fruits. Cette situation de sous-utilisation des capacités de production entraîne une flambée des coûts opérationnels et dégrade les perspectives de rentabilité de l'usine qui a coûté 20 millions de dollars et qui, pour l'instant, compte ses pertes. Afin d'améliorer son rendement, la compagnie envisage notamment de créer un centre de production de tomates d'ici la prochaine saison et compte sur la Banque centrale nigériane pour fournir du crédit aux fermiers faisant partie de son réseau contractuel de 6 000 individus. Elle veut également améliorer l'acheminement du produit depuis les champs des producteurs vers l'usine, un processus plombé actuellement par l'inaccessibilité de villages de production et le mauvais état des routes. Pour rappel, le Nigeria est le deuxième producteur africain de tomates et le troisième importateur de concentrés de tomates du continent. Il consacre annuellement plus de 300 millions de dollars aux achats de la denrée selon les estimations du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. Invisible pour ceux qui se trouvent en dessous, un jardin tentaculaire de radis, de carottes s'épanouit au sommet d'une tour haute de 150 mètres. Un contraste saisissant et coloré avec les tons monotones de béton, d'acier et de verre d'un quartier financier de la ville de Hong Kong. Là, l'agriculture est dans les nuages. La ferme fait partie de la soixantaine de fermes qui ont poussé à Hong Kong en manque d'espace depuis 2015 grâce à des initiatives comme Rooftop Republic, une entreprise sociale locale qui promeut l'agriculture urbaine. Le cofondateur Andrew Tsui considère les fermes sur les toits comme un moyen pour les gens de se reconnecter avec la façon dont la nourriture durable peut être produite, alors qu'aujourd'hui, il y a tant de gaspillage. Il estime que les Hongkongais doivent rétablir une relation avec ce qu'ils mangent et qui a été rompue parce que l'alimentation est de plus en plus industrialisée. Selon les statistiques du gouvernement, Hong Kong jette chaque jour quelques 3500 tonnes de déchets alimentaires, soit l'équivalent du poids de 250 bus à 2 étages. Moins d'un quart est recyclé et environ 90% des aliments consommés par les 7,5 millions d'habitants de la ville sont importés, principalement de Chine continentale. Selon Tsui, quelques 7 millions de mètres carrés de surface sont actuellement cultivés. Mais plus de 6 millions de mètres carrés sur les toits de la ville restent inutilisés. Le défi pour nous est de concevoir l'agriculture urbaine comme un mode de vie à intégrer dans la vie quotidienne. Les agriculteurs urbains affirment que les projets contribuent également à renforcer l'esprit communautaire parmi ceux qui cultivent leurs produits.
Depuis février, l'Éthiopie essaye d'obtenir de ses créanciers du G20 et du Club de Paris un reprofilage de sa dette suivant le cadre commun annoncé par ces pays en 2020. Le FMI, qui pilote un programme de réforme de l'économie du pays, tente de faire pression pour une accélération du processus. Reportage. Le Fonds monétaire international met la pression sur les créanciers extérieurs de l'Éthiopie afin qu'ils trouvent une solution rapide à la dette du pays. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'institution dans un communiqué. Le responsable appelle les créanciers du G20 et du Club de Paris à donner suite aux sollicitations d'Addis Abeba concernant l'opération de reprofilage de sa dette. Cette demande s'inscrivant dans le cadre commun du G20, mis en place pour soulager les pays pauvres en difficulté face à la pandémie du Covid-19, avait été formulée en février dernier, mais ne semble toujours pas avoir été approuvée par les créanciers du pays du Négus. L'objectif des autorités est de créer un espace budgétaire pour les dépenses de développement et d'abaisser le risque de notation de surendettement à modéré. C'est en novembre 2020 que le G20 avait annoncé la mise en place de ce cadre commun sur une restructuration de la dette des pays pauvres qui se fera au cas par cas et va impliquer les créanciers privés. Ainsi, l'annonce des autorités éthiopiennes de rejoindre le programme mis en place quelques mois après l'adoption d'une initiative de suspension du service de la dette en faveur des pays pauvres avait entraîné une dégradation de sa note souveraine par l'agence de notation S&P Global Ratings de B à B-. Et puis réunis à Venise ce week-end, les ministres des Finances des pays du G20, soit les 19 les plus riches du monde et l'Union européenne, ont dit oui à une taxation internationale des multinationales, une réforme globalement saluée. Les ministres du G20 ont aussi appuyé l'initiative du Fonds monétaire international pour augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables afin qu'ils puissent surmonter la crise du Covid-19. Pour y parvenir, le FMI va augmenter ses réserves de droits de tirage spéciaux pour un montant équivalent à 650 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international va augmenter ses réserves de droits de tirage spéciaux pour un montant équivalent à 650 milliards de dollars. Les DTS sont la monnaie que peut émettre le fonds à destination des pays membres. De quoi accroître leurs réserves pour affronter la crise. Sitôt validé par le Conseil des gouverneurs du FMI, les allocations seront versées d'ici à la fin août. Selon le système des quotes-parts, les pays les plus riches ont la part du lion, environ 430 milliards de dollars, contre 62 milliards pour les économies les plus fragiles. Le mois dernier, le G7 parlait d'un objectif de 100 milliards de dollars de DTS à octroyer aux pays les plus pauvres. Mais ce montant n'était pas mentionné dans le communiqué final du G20. Notons que selon l'organisation, les besoins en financement des États africains pour répondre à la crise s'élèvent à au moins 200 milliards de dollars sur 5 ans. Les ministres du G20 ont demandé au FMI de travailler à un mécanisme permettant aux États les plus riches qui le souhaitent de redéployer leur DTS, voire d'en faire don aux États pauvres dans les mois à venir. Cela doit se faire via un nouveau fonds dédié à la relance des pays vulnérables. Un constat est toutefois unanime. Les pays en développement ne pourront pas s'en sortir sans vaccination massive. Or, l'inégalité persiste entre d'un côté un monde développé qui a vacciné 70% de sa population et des pays vulnérables qui ont vacciné moins de 5%. Nous prenons la direction maintenant de l'Égypte. Le canal de Suez a rapporté 1,84 milliards de dollars en 2020-2021. Malgré son blocage en mars, ce sont les revenus annuels les plus importants de l'histoire de cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial, située dans l'est de l'Égypte. Dans un communiqué, le président de l'autorité du canal de Suez a indiqué que malgré les différents défis, les recettes du canal de Suez ont connu une hausse considérable durant l'année fiscale 2020-2021, passant à 5,84 milliards de dollars contre 5,72 milliards de dollars en 2019-2020, ce qui représente une augmentation de 2,2%.
Oussama Rabi explique ce succès par la politique commerciale et les mesures d'incitation comme une réduction des droits de passage mise en place par la SCA pour contrebalancer le ralentissement de l'activité due à la pandémie de coronavirus. Durant les 6 premiers mois de 2021, la circulation maritime a été plus dense sur cette voie qui a vu passer 9 763 navires, soit 2,3% de plus que la même période en 2020. L'annonce de ce record intervient moins d'une semaine après que le porte-conteneurs géant Ever Given, qui avait bloqué cette route en mars, occasionnant une importante perturbation du commerce maritime mondial, a repris sa route après 100 jours d'immobilisation. Le navire géant avait encastré sa proue dans la rive est du passage le 23 mars, bloquant complètement la circulation pendant 6 jours. L'Ever Given avait ensuite été immobilisé dans le Grand Lac Amer au centre du canal par les autorités égyptiennes qui ont réclamé une indemnisation aux propriétaires du navire. Initialement, le Caire avait demandé 916 millions de dollars avant de baisser le montant à 600 puis 550 millions de dollars. D'après la SCA, l'Égypte a perdu entre 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. Et nous prenons la direction de l'Allemagne. Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors a confirmé lundi avoir payé une amende de 25 millions d'euros ordonnée par la justice allemande dans l'affaire tentaculaire du Dieselgate pour laquelle plusieurs de ses sites en Allemagne avaient été perquisitionnés l'an dernier. L'agence Bloomberg avait rapporté vendredi que le partenaire de Renault, les Nissan, avait ainsi mis fin à une enquête de la justice allemande selon laquelle des véhicules non conformes aux règles avaient été mis en vente par Mitsubishi à la suite d'un manque de supervision de cadres intermédiaires du groupe. Le constructeur japonais avait affirmé n'avoir commis aucune fraude sur les niveaux de pollution de ses moteurs diesel après ces perquisitions. Elle s'inscrivait dans le vaste scandale des moteurs diesel truqués qui a éclaté en 2015 quand le constructeur allemand Volkswagen avouait avoir équipé 11 millions de véhicules de logiciels capables de fausser le niveau des émissions. Et c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci pour votre attention et restez avec nous sur Sika TV.